Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. L'été arrive, les vacances aussi. Et avec l'été et les vacances, bien évidemment, ce sont les touristes qui arrivent. Aujourd'hui, quand on parle des touristes, on parle des Chinois, bien évidemment. Les Chinois sont partout dans le monde entier. Selon les statistiques, l'année dernière, il y a plus de 120 millions de Chinois qui ont franchi la frontière, qui voyagent dans le monde entier, qui visitent, qui dégustent tous les meilleurs produits locaux, etc., etc. Mais avec les touristes chinois, on entend aussi des murmures commencent à se faire entendre, des grognes, même des plaintes, des critiques contre certains comportements des touristes chinois. Par exemple, ils font trop de bruit, ils ne respectent pas des règles, etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les touristes chinois sont-ils une nuisance? Voilà, aujourd'hui je suis très heureux d'avoir invité deux professionnels pour nous éclaircir. Alors, Monsieur Zhou, vous avez fait vos études en France. Tout à fait. Et après, dès les années 90, oui, vous êtes entré dans le domaine du tourisme. Oui. Après, vous êtes rentré en Chine, vous êtes nommé directeur de l'agence touristique de la Maison de la France en Chine. Maison de la France en Chine. Et puis, vous êtes nommé comme représentant du Monde sans frontières. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans ce domaine, vous êtes écrivain, interprète, traducteur, etc. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir de revenir sur ce plateau. Voilà. Et Madame Simone Zhao. Oui. Bonjour Simone Zhao. Vous aussi, vous commencez à travailler dans le domaine touristique très tôt, des années 90 ou 95. Voilà. Et vous êtes la fondatrice et directrice de la China Horizon Travel depuis 2010. Oui. Et chaque année, vous recevez plus de 5000 touristes francophones, venant des pays des francophones, bien sûr, et envoyez plus de 2000 clients chinois voyager dans le monde entier, y compris, bien sûr, le monde francophone. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, les critiques contre les touristes chinois sont-ils fondés ou pas? Est-ce que c'est vrai? Ils font beaucoup de bruit ou c'est pas très vrai? Est-ce que les touristes des autres pays font aussi des bruits, polluent aussi l'environnement? Alors, quel est votre avis sur ces critiques contre les touristes chinois? Comment dire, le tourisme chinois a commencé vers 1999, 18. Donc c'est très récent. Alors je veux dire que le monde est ouvert aux touristes chinois récemment. Donc parfois on dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prêtes en fait. Par exemple pour ce que vous avez dit, donc les clients ils ne protègent pas trop l'environnement, donc ils font des bruits dans les restaurants, donc et ça je trouve que d'abord c'est un manque de l'éducation. Alors, de notre côté, donc pour nous, le peuple chinois. Mais par contre, notre gouvernement chinois est en train c'est-à-dire on a déjà aperçu ce problème. On est en train de faire tout le nécessaire pour faire cette éducation. C'est-à-dire quand on voyage dans aux touristes chinois, il ne faut pas trop de bruit. C'est-à-dire quand on voyage à l'étranger, on ne représente pas seulement soi-même, on représente le peuple chinois. Donc on se contrôle notre comportement. Donc là, je crois que c'est le manque de l'éducation. Et là, les touristes de masse, ils ont aussi un problème, c'est qu'ils ne parlent pas la langue. Ils sont obligés de partir en grand groupe et pour se sentir la sécurité. Et ça aussi, c'est un problème comme ils sont entre eux. Et souvent, ce sont des amis. Donc, ils ont l'habitude de crier, ils ont l'habitude de parler haute voix. Donc, quand ils sont dans les restaurants, ils ne se sentent pas que c'est à l'étranger. Ils se sentent que c'est chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, je trouve que c'est dommage. Mais je suis sûre qu'avec l'éducation qu'on applique maintenant à l'intérieur du pays, et donc les touristes, la qualité des touristes chinois donc, va sûrement s'améliorer. Alors, c'est-à-dire, c'est vrai,
les comportements des touristes chinois laissent un peu à désirer. Alors, Zhou Jingsong, qu'en pensez-vous? Bon, en fait, il faut revoir dans l'histoire un petit peu. En fait, depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé dans une ère de tourisme, dans une ère de consommation. Donc, dans les premiers temps, il y a les groupes de touristes américains ou canadiens qui arrivent sur le continent européen. Donc, à l'époque, il y avait les mêmes objections ou observations concernant ces groupes-là. Et puis dans les années Ce sont des barbares aussi. Voilà, c'était des barbares, voilà, ils ne respectaient pas nos codes, etc. Donc c'est tous les mêmes reproches. Mais dans les années 70, au moment où il y a eu la rénovation, enfin la renaissance du Japon, l'économie japonaise est dans une phase de croissance rapide, les touristes japonais sont partis également en groupe. Et donc il y avait quasiment les mêmes reproches aussi vis-à-vis des. Ils étaient critiqués à l'époque aussi. Tout à fait. Non civilisés, donc voilà, c'est en fait c'est juste le retour de l'histoire, un petit peu des observations, mais à chaque époque on a toujours ce type comment dire, de peuples à critiquer ou des choses à critiquer. D'accord. Bon, en fait, les touristes, c'est-à-dire les étrangers qui viennent chez nous, il y a toujours des comportements différents. Bon, je vous invite à regarder ce reportage préparé par nos journalistes, justement pour essayer de voir quels sont les comportements des touristes chinois. Qu'ils voyagent en groupe ou par leurs propres moyens, qu'ils soient jeunes ou vieux, les touristes chinois sont de plus en plus nombreux à sortir de leurs frontières et à visiter la planète. Dans le même temps, les critiques des Français envers ces mêmes touristes chinois se font de plus en plus agacées. Ils crachent, ils ne font pas la queue, ils ne respectent pas assez les lieux culturels, ils sont bruyants. Récemment, un reportage diffusé à la télévision française a encore renforcé ce sentiment d'énervement envers les touristes chinois. Dans ce documentaire, on y voit notamment des guides touristiques chinois acheter des centaines de billets pour le musée du Louvre, les vendre à un premier groupe de touristes, puis les recycler plusieurs fois dans la même journée. Des guides qui profitent des failles du système et une perte économique lourde pour le musée du Louvre. Mais pour la grande majorité des internautes français qui réagissent sur les forums, c'est plutôt l'organisation défaillante du musée du Louvre qui est le principal fautif. En effet, un billet peut être utilisé à volonté, plusieurs fois dans une seule journée, et il n'y a aucun appareil ni personnel pour marquer les billets quand les touristes sortent ou entrent du musée. Quant aux touristes chinois qui viennent d'arriver en France, ils ne peuvent deviner qu'ils sont manipulés par les guides et que ces derniers utilisent des procédés illégaux pour empocher de l'argent. J'étais en vacances en France le mois dernier. Avant la visite, notre guide nous a dit qu'elle avançait l'argent des billets d'entrée de sa propre poche et que donc il fallait lui redonner les billets après la visite pour qu'elle puisse se faire rembourser par l'agence de voyage. Je n'avais vraiment aucune idée. Maintenant, je comprends la combine. Bon, c'est vrai, comme vous l'avez dit, comme un Chinois arrive dans un pays étranger, il se sent un peu étranger, voilà. Il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les coutumes, il ne connaît pas même les nourritures. Il apporte ses comportements habituels dans le pays visité, donc ça choque un peu les gens. Mais en fait, selon les statistiques, apparemment, maintenant, aujourd'hui, je ne dis pas il y a 20 ans, c'est le commencement, les touristes chinois, la plupart, 75% des touristes chinois qui voyagent à l'étranger, se sont dites une génération Y. Oui. Génération Y, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés entre des années 80 et 2000. Apparemment, ils ne sont pas comme leurs parents. D'abord, est-ce que cette statistique est-il vraie? Et puis, les comportements de ces jeunes sont différents que leurs parents. Alors, pour ma part, j'estime que il y a un changement effectivement de cap entre les anciens et les plus jeunes, ceux qui sont nés dans les années 80 ou 90, parce qu'en fait, leur mode de voyage change. Ce n'est plus très souvent les voyages de groupe, mais très souvent des voyages individuels et très souvent thématiques. Et ce sont très souvent des petits groupes de 5 à 6 personnes qui vont adopter en fait avec l'information
circuler par Internet, donc ils voyagent quasiment comme des Occidentaux. Ils vont très souvent sur une localité, mais auparavant ils vont lire plein de guides comme Lonely Planet ou tant d'autres. Ils vont faire de location de véhicules, donc ils vont louer la voiture, ils vont prendre un chemin. Donc ces gens-là, ils peuvent tout à fait se mélanger avec la population locale. Donc c'est pas avec eux qui pose plus de problèmes parce qu'ils voyagent. Mais ils ne parlent pas la langue locale non plus. Ils ne parlent pas la langue locale non plus, mais simplement avec l'apport de l'Internet, le Google Translate, etc. Donc ils arrivent à communiquer avec les locaux. Et en plus, pour ces gens-là, ils ont une très bonne éducation pour la plupart, donc ils parlent anglais, donc très souvent ils arrivent à communiquer. Et ce sont les gens qui ont une certaine idée aussi concernant leur voyage. Donc, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui voyagent en Philippines ou ailleurs pour faire des plongeons, pour aller en France, pour découvrir sur un thématique, etc. Donc ça, c'est pas du tout les mêmes comportements qu'on reproche au groupe des touristes chinois. Donc, c'est deux mondes un peu différents, mais simplement, on a tendance à focaliser nos intentions sur ces groupes de touristes qui voyagent pour la première fois très souvent à l'étranger. Alors, pourquoi les gens concentrent les regards sur eux, pas sur les jeunes générations? C'est assez bizarre, non? Parce qu'en fait, sur les tourismes de groupe, très souvent ils se déplacent en groupe avec les autocars, avec certains hôtels bien spécifiques et puis aussi certains points touristiques bien repérés. Par exemple, à Paris, c'est le Louvre, la Tour Eiffel, etc. Effectivement, lorsqu'il y a 40 Chinois qui se déplacent, très souvent ils portent même casquette avec un petit drapeau. Oui, c'est un peu voyant. Voilà, c'est très voyant, donc on peut identifier très facilement parce que ce sont les gens très souvent qui sont pas dans les très grandes villes. Parce que maintenant, avec l'avènement de l'Internet, la formation d'un groupe de touristes n'est plus du tout comme dans l'ancien temps, si je me permets de dire, c'est-à-dire il y a 10-15 ans. Donc c'est-à-dire que le mode a complètement changé. Donc ceux qui partent en groupe, ce sont vraiment très souvent des Chinois de certaines villes un peu sous-développées entre guillemets, même à l'intérieur de la Chine. Donc eux, ils n'ont pas une connaissance suffisante à l'étranger, ils n'ont pas une connaissance de langue, et puis ils ont très souvent peur de l'étranger aussi. Mais simplement, avec les moyens financiers, ils ont envie de voyager. Donc ce qui fait qu'ils voyagent en groupe, mais très souvent c'est très voyant parce qu'ils transportent aussi leurs coutumes locales à l'étranger. Mais c'est leur droit. Hein. Le tourisme, voyager, c'est un droit humain. Hein. Quand les Chinois qui ont le moyen, qui veulent aller à l'étranger, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Mais le problème, justement, c'est là. C'est comment peut-on, comment dirais-je, faire comprendre à ces gens, aller à voyager à l'étranger, il faut respecter les règlements, par exemple, local. Chez vous, par exemple, quand vous envoyez des touristes chinois en France ou dans des pays francophones ou dans n'importe quel pays, est-ce que vous faites un petit cours pour leur faire comprendre le pays où ils vont visiter, il faut respecter par exemple la religion, par exemple. Qu'est-ce que vous faites en fait? En fait, quand un groupe est confirmé, donc normalement c'est une semaine, 10 jours avant le départ, on fait une conférence. Oui, une conférence pour leur parler de tous les détails sur ce voyage. Donc il y a d'abord c'est le programme, et après donc c'est tous les coutumes du pays. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, et aussi pour la différence de culture, et surtout donc et là. Parce que nous, en tant que, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le milieu du tourisme, et nous on parle français, on aimerait bien que les gens, quand ils voyagent en France, ils respectent bien donc, les règles du pays, et pour ne pas perdre le face des Chinois. Alors nous, parce que quand je présente donc pour la conférence, donc je leur ai toujours dit que voilà, quand vous partez, donc il faut
très faire attention à votre comportement. Donc vous représentez donc le chinois. Donc à la vue d'un Français, ils vont dire que voilà, c'est un Chinois. Donc même si vous trouvez que c'est rien du tout. Donc quand dans mon village, c'est rien du tout, un comportement très normal. Mais là, vous êtes à l'étranger. Donc là, ils vont dire que tous les Chinois font pareil. Donc ça, c'est un préjuge vraiment très profond et grave. C'est pas juste ça en fait. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui m'intrigue, qui m'intrigue beaucoup. Par exemple, là en France, lorsqu'il arrive sur le sol chinois, ils ne sont pas représentés la France. Tandis qu'un Chinois, pourquoi une fois à l'étranger, pourquoi il doit représenter tout le pays? Je pense que sur ce point-là, il y a une curiosité intellectuelle par rapport à la Chine ou par rapport à le reste du monde. C'est-à-dire que la Chine a été pendant très longtemps enfermée. Et donc les Chinois ne voyageaient pas beaucoup. Et ceux qui venaient en Chine pour visiter sont très peu aussi les étrangers. Donc ce qui fait qu'on a toujours une curiosité et par tradition culturelle, etc., on a toujours l'impression que les Chinois sont à part. C'est quelque chose de différent. Donc ce qui fait que lorsqu'on arrive à identifier un Chinois, on essaie de sculpter pour voir quels sont les comportements et de là à extrapoler. Mais simplement, je pense qu'il y a la même chose aussi en Chine. Par exemple, lorsque j'accueille les touristes français en Chine, il y a certaines personnes dans les restaurants ou dans les hôtels ou même parmi les chauffeurs, ils vont dire « Oh, les Français sont ratins, ils ne donnent jamais des pourboires parce que c'est comme ça. » Mais alors que très souvent, c'est parti des préjugés, des idées reçues, des observations individuelles. Donc ça, en fait, c'est quelque chose pour moi, c'est tout à fait commun à tous les peuples. D'accord. Bon, en fait, certains comportements, certains problèmes, en fait, qui ne viennent pas peut-être spécifiquement des touristes chinois, mais du tourisme de masse. Oui. Apparemment, le tourisme de masse, à la chinoise, bien sûr, cause un problème. Pour le tourisme de masse, à la chinoise, à l'occidental, il y a toujours des problèmes. Parce que ce sont des tourismes à forfait, parce que ce sont des tourismes qui ont des sites à visiter obligatoirement. Donc c'est cette forme de tourisme qui cause des problèmes alors. C'est pas forcément la forme de tourisme qui pose problème, parce qu'en fait, le tourisme, l'industrie du tourisme, proprement dit, c'est, par définition, c'est une industrie de loisirs et de masse. Parce que la marge individuelle n'est pas très élevée, donc on est obligé de gagner sur le nombre. Donc on est obligé d'organiser des groupes de touristes avec un très grand nombre, 50 voire 100 personnes, voire le plus grand nombre le plus gros groupe que j'ai entendu, c'est 6500 personnes. Donc c'est comme ça que 6500 personnes. Donc c'était une entreprise chinoise qui a organisé. Oui, c'est allé à Nice. Voilà, c'est allé à Nice, mais il y a 5 ou 6 ans, il y avait déjà un groupe de 3000 personnes à Paris, etc. Donc j'ai participé aussi à l'organisation, donc je savais que c'était quand même assez difficile. Mais c'est là qu'on peut gagner de l'argent, en fait, comme l'agent de voyage, etc. Donc forcément, c'est par volume qu'on gagne de l'argent. Donc le mode en soi n'est pas forcément un problème. Le problème se pose à partir du moment où c'est la Chine qui s'ouvre. C'est-à-dire que la Chine a une telle puissance démographique, ce qui fait que dès que les Chinois commencent à consommer certaines choses, on peut créer des catastrophes à l'approche de l'arrivée des Chinois, donc déjà pour le côté alimentaire, etc. Donc c'est par l'effet démographique de la Chine qui fait que, en fait, maintenant... J'imagine que 6 000 personnes au musée de Louvre ou à Sacré-Cœur. Oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, parce qu'en fait, ça doit représenter à peu près un quart des visiteurs journaliers du Louvre, des choses comme ça, donc c'est beaucoup. Et tout à l'heure, dans le premier reportage, on a vu que le musée du Louvre, par exemple, il y a des guides qui revend le ticket du Louvre à plusieurs reprises et ça fait manquer à gagner à musée du Louvre 1 million d'euros par an. Mais
Alors je voudrais demander votre avis. Un touriste chinois qui arrive en France, il ne peut pas savoir que le billet qu'il a, c'est un billet déjà utilisé. Normalement, je crois que c'est comme c'est le groupe Thomas, donc tous les billets d'entrée, tout ça, c'est inclus dans le package. Les clients, ils n'ont aucune idée du prix Oui, voilà. de l'entrée du Louvre. Et là, pour le problème que vous avez parlé, je pense que il y a deux points. Le premier point, c'est que l'administration du Louvre est responsable, je crois, de cet incident. C'est-à-dire, il doit d'abord être au courant. S'il y a plus d'1 million de Chinois qui sont rentrés, mais ils voient qu'ils vendent seulement 3000 tickets. Oui. Alors là, il doit y avoir un problème. Oui. Donc, c'est pas le peine d'attendre jusqu'au moment où c'est vraiment très très grave qu'il nous annonce à la télévision. Et là, ça c'est la responsabilité de l'administration du Louvre. Et de l'autre côté, et je sais pas, je crois que la loi française doit être plus stricte que la loi chinoise dans mon imagination. Et là, dans ce cas-là, donc pourquoi il n'y a pas c'est-à-dire Intervention de la police. Intervention de la police, oui, pour interdire ce genre de problème. Oui. Oui. Pour un touriste chinois, il ne peut pas savoir. Hein, mais en fait, pourquoi, comme notre reportage a dit, il faut peut-être sur le ticket, il faut mettre une sorte d'identification de la personne. Peut-être ce sera une solution. Bon, alors, quel est l'avenir du tourisme dans le monde? Nous allons regarder, je vous invite à regarder notre troisième reportage. D'après les statistiques, en 2017, les revenus du tourisme mondial ont dépassé les 500 milliards de dollars, soit près de 6,7% du PIB mondial. Le nombre total de visiteurs internationaux a atteint presque 1,2 milliard de personnes. En 2017, les touristes chinois ont réalisé 130 millions de voyages à l'étranger et dépensé 115 milliards de dollars. Depuis plusieurs années déjà, la Chine occupe la première place des pays émetteurs de tourisme dans le monde. Pour attirer ces touristes chinois de plus en plus nombreux, l'Île-de-France a lancé un vaste plan d'attaque pour parfaire l'accueil des visiteurs touristiques. C'était l'un des objectifs de la présidente de la région, Valérie Pécresse, qui s'est rendue en Chine pour faire la promotion des richesses touristiques franciliennes. Vous savez que nous avons 46 millions de touristes, donc pour 12 millions d'habitants, c'est plutôt pas mal. Nous sommes la première destination touristique d'Europe, mais dans ces 46 millions, seulement 800 000 Chinois, alors qu'ils sont 135 millions les touristes chinois dans le monde. Donc ça veut dire que nous avons encore beaucoup à faire pour les attirer. Et sur les sites touristiques franciliens, des mesures étudiées pour répondre spécifiquement aux besoins des touristes chinois sont prévues, notamment en matière de sécurité. Des commissariats mobiles sur les sites touristiques pour les rassurer, 650 personnes de plus dans les transports en commun pour assurer la protection des transports en commun. Bref, sur tous ces sujets qui étaient des sujets d'inquiétude des tour opérateurs chinois, nous avons avancé. En dehors des questions de sécurité, dans cette ère de l'information qui est la nôtre, les exigences des touristes chinois sont de plus en plus diversifiées, avec des comportements beaucoup plus individualistes aussi. L'internet a rendu tous les prix transparents. Il n'y a plus du tout d'espace de commission. Maintenant, nous sommes orientés vers une meilleure qualité de service et vers un service spécialisé. Il y a des gens qui sont prêts à payer un guide touristique, mais il faut vraiment que son service le mérite. Puisque l'industrie du tourisme est tellement importante, alors pour attirer les touristes étrangers dans son pays, qu'est-ce que le pays d'accueil doit faire? La Chine, par exemple, maintenant, apparemment les 10 premiers pays que les touristes chinois veulent y aller n'ont pas un seul pays européen. Ce sont les États-Unis, le Japon, les pays asiatiques, la Corée, etc. Alors, qu'est-ce que, d'après vous, madame, qu'est-ce que les autorités françaises du tourisme doivent faire pour essayer d'attirer plus de touristes chinois et surtout pour les bien accueillir, même ils sont dans les groupes? En fait, Acte France, donc c'est le représentant du bureau du tourisme de France en Chine. Ils font tous les travaux, tous les efforts pour créer une ambiance très agréable à tous les touristes masse et des touristes individuels chinois.
Oui. Et par exemple, à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc on a déjà vu la différence. Donc nous, en tant que touristes, donc maintenant, à l'arrivée à Paris, on voit tout de suite donc en chinois, bienvenue à Paris, bienvenue en France. Le panneau donc, en chinois. Panneau en chinois. On est très surpris. Oui. Et donc, ce qu'on veut, bien sûr, c'est de pouvoir avoir plus d'indications ou bien des livres ou bien des présentations en chinois. Parce que la langue, je crois que pour nous, c'est une grande barrière. Surtout, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais en France, une fois arrivé, tout est en français. Donc les Chinois qui parlent français, c'est très rare. Oui, donc là, je crois que c'est le premier problème. C'est la langue. Oui, c'est la langue. Il faut avoir plus de panneaux en chinois. Oui, c'est ça. Et le deuxième, c'est la sécurité. Oui. Ah oui, la sécurité, il y a c'est tellement de bruit qui concerne la sécurité. Beaucoup de touristes chinois sont volés, sont attaqués même. Quelquefois, se sont attaqués en groupe. Et un quart de touristes chinois attaqués par des individus. Alors, est-ce que l'insécurité est réellement un problème pour les touristes chinois en France? Je pense qu'il faut voir le nombre de touristes chinois en France et près de 2 millions. Voilà, donc ceux qui étaient attaqués ou volés, donc il faut voir le pourcentage. Mais pour revenir sur la préparation de l'accueil, parce que j'étais responsable du tourisme français en Chine en 98 pendant quelques années. Je sais qu'il faut diversifier l'offre française ou européenne sur le marché chinois pour que les Chinois essayent de voir autre chose. Parce que j'étais très content, moi-même à titre personnel, d'organiser le groupe de touristes chinois dans les châteaux de la Loire. Donc à l'époque, c'était en 99, donc j'ai organisé les premiers groupes de Chinois pour visiter les châteaux de la Loire. Donc il faut vraiment que puisque l'industrie touristique représente une part non négligeable dans la produit intérieur brut, il faut absolument s'y préparer pour faire un effort. Donc il ne faut pas critiquer le touriste chinois, voilà, donc ils font du bruit, etc. Donc ils se sentent attaqués, donc on n'a pas assez d'effectifs de sécurité pour les assurer, mais il faut préparer pour toucher ce pactole, ce bénéfice économique. Donc il faut vraiment préparer donc, non seulement les indications, mais aussi faire savoir aux Chinois comment on peut voyager individuellement ou comment on peut voyager en groupe, distinguer toutes sortes de l'offre possible. Parce que pour l'instant, à partir du moment où les touristes de masse partent en France ou ailleurs, ils visitaient uniquement quelques points, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant des autres choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, il faut diversifier un petit peu, dispatcher les groupes ailleurs que uniquement dans Paris. Donc ça, c'est en tant qu'ancien représentant du tourisme français que je parle. Très bien. Je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, en quelques mots, l'avenir du tourisme de masse chinois en Europe, dans les pays francophones, peut-être en Afrique, en quelques mots, ça va augmenter massivement, petit à petit, progressivement, ou bien ça va baisser à cause de crise mondiale alors? En fait, d'après mes collègues, mes amis qui sont maintenant des accompagnateurs pour l'Europe. Donc là, ils disent que maintenant, les groupes de masse, maintenant, ça diminue. C'est-à-dire les touristes chinois deviennent de plus en plus conscients. Ils ne sont pas comme avant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui payent très peu pour voyager en France, mais en fait, ils dépensent 2 fois, 3 fois plus pour les achats. Alors là, maintenant, la situation change parce que c'est avec l'amélioration de la vie, avec aussi donc l'élargissement de la vue des touristes chinois. Ils trouvent que c'est peut-être parfois c'est pas nécessaire d'aller si loin pour acheter des produits de luxe. Oui, donc là, je crois que les gens ils vont partir en individuel. De plus en plus de clients qui choisir le voyage sur mesure. Et pour notre boîte, c'est le cas. C'est-à-dire les gens, ils préfèrent payer plus cher, mais de voyager en France, mais approfondi. Donc pas seulement rester à Paris, mais ils vont au sud, à Bordeaux, à Nice, pour voir autre chose. Merci beaucoup pour tous les deux. Merci pour votre contribution à notre émission. Et je pense que le tourisme de masse va continuer, mais
d'une autre façon peut-être plus acceptable. Et surtout, le tourisme pour n'importe quel pays est un enjeu majeur. Il ne faut pas oublier. Bon, merci à tous les deux. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et à la prochaine. Et surtout, bonnes vacances.